C'est à toi. Tire une truite. Je vais être rapide. Voilà, toi aussi tu sais. C'est très bien. Je n'ai plus rien à t'enseigner, tu sais tout maintenant. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, si t'as un problème à la gencive, bah c'est quand même bien d'aller voir un dentiste. Vous êtes prêts? C'est parti pour la balade de Narayama. Alors, la balade de Narayama est un drame japonais sorti en 1983 et réalisé par Shohei Imamura. Cinéaste associé à la nouvelle vague japonaise durant les années 60 au même titre que Nagisa Oshima et Seijun Suzuki, Imamura a grandement contribué à populariser une nouvelle génération de réalisateurs venant du pays levant, où l'attention a toujours été occultée par le trio Kurosawa, Mizoguchi, Ozu en cherchant à représenter la quintessence de son pays natal. Idéaliste et profondément dérangeant, Imamura a toujours su mettre en image les tréfonds de l'âme humaine en y dévoilant ses bases instinct tout en y supplantant sa propre survie. Par des œuvres fortes questionnant la forme la plus extrême de son pays natal, on y trouve des thématiques comme le désir trouble dans Désir volé, la rédemption impossible dans La vengeance est à moi, les conséquences de Hiroshima dans Pluie noire ou encore la fable sensuelle dans De l'eau tiède sous un pont rouge. Imamura nous présente un univers constitué de frustration, d'enfermement et de bonne conduite dans un monde opprimé où la violence s'oppose aux règles sociales. Dans un cinéma de pur onirisme, le réalisateur brouille les pistes dans ses histoires où se mêlent fiction et réalité et où les ruptures de ton, le rejet du système ou encore le symbolisme du désespoir constituent l'essence même de son cinéma. Et puis surtout, Shohei Imamura est quand même l'un des rares cinéastes à avoir non pas une, mais deux palmes d'or à Cannes. La première en 1983 pour la balade de Narayama donc, et la deuxième en 1997 pour Longhi que je vous recommande fortement de regarder également. L'histoire se déroule dans l'ancien Japon, dans un village isolé dans les hauteurs de Shinju près de Matsumoto en 1860. Orin, la plus vieille femme du village, va bientôt atteindre l'âge fatidique des 70 ans et comme le veut la coutume, elle doit se rendre avec son fils aîné au sommet de Narayama, surnommé la montagne aux chênes et lieu où sont rassemblées les âmes des défunts, pour y mourir paisiblement. Résignée à préparer sa mort, elle décide avant cela à mettre de l'ordre dans la famille, que ce soit pour son héritage mais aussi dans le respect des traditions. Tiré de la nouvelle de Shijiro Fukazawa qui a déjà été adaptée au cinéma en 1958 par Keisuke Kinoshito, mais également inspiré d'une ancienne légende, donc un récit fictif dont Imamura décide d'en tirer la vision la plus réaliste possible. À l'instar de la version de 1958 qui était plus abstraite dans sa mise en scène et la pose de son univers recréant des décors en studio avec des personnages multicolores dans une vision plus fantasmagorique on va dire, Imamura choisit de tourner en décor réel, évitant le plus possible l'éclairage naturel pour crédibiliser une légende comme si elle avait pu exister. Et insufflant ces thèmes qui lui sont chers dans cette relecture du mythe, la nature est en permanence au cœur du cycle humain, elle est liée à elle dans sa compréhension et sa communication de ses valeurs morales et sociales, faisant écho à la dureté et la cruauté chez l'homme sans tomber dans le misérabilisme. Imamura, par la représentation de faits historiques ou plutôt de faits légendaires, traite du thématique qu'il obsède depuis le début de sa carrière, l'individu face à l'histoire. Chose qu'on peut également voir dans La femme insecte, Pluie noire ou encore Zeigen. Reposant sur une forme classique dans sa narration, Imamura y pose son univers tout en le liant à une pratique du folklore japonais. Il avait même pensé au départ à faire un prologue se situant dans le Japon contemporain, mais qui coupa au dernier moment dans le montage pour que le récit ne perde pas son aura intemporelle. L'histoire se penche donc avant tout sur la vie quotidienne des habitants, tout en soulignant l'isolement du village en y montrant les conditions de travail et les existences de chacun éloignées des évolutions du monde extérieur. En requestionnant toute résolution morale par nécessité de survivre et par volonté de rester dans un confort primitif, c'est ainsi que nous avons droit à des scènes choquantes comme une famille de voleurs enterrés vivantes, des bébés jetés dans des rizières ou encore de la zoophilie. Oh, ah, Géo bien sage. Oh, reste tranquille, Géo. Des actes révoltants mais où le cycle de la vie et de la mort s'accordent dans une résonance où même les animaux s'insèrent dans la vie de ces hommes. Un instinct de survie qui démontre l'importance que l'être humain se trouve au même niveau que celui du monde animal, s'observant par le rejet de l'étranger, la garde des biens sociaux ou encore la reproduction où les ébats amoureux sont nombreux dans le métrage comme une fourmilière toujours en activité. Une chronique lyrique sur une communauté montagnarde d'une région reculée aux croyances ancestrales et aux mœurs primitives certes, mais où toute la portée symbolique et sociale du mythe
vite prend tout son sens dans sa radicalité. Plus moderne et réaliste, mais aussi plus cruel et désenchanté que la précédente version, l'œuvre de Shohei Imamura s'oriente sur un respect des traditions plus désacralisées ou par un certain classicisme dans sa mise en scène, y apporte une vraie noirceur. Car c'est la principale volonté du réalisateur, y disséquer la dureté de la vie. On le voit dès les premières images, on découvre un univers qui n'existe plus et où par les plans aériens, nous montre des habitants embellis par la neige et où le premier contact humain est présenté par un homme urinant dans la neige. Le film est sale, dominé par un environnement hostile et teinté par une noirceur bestiale. Une barbarie dénonçant les dérives matérialistes de l'ancien Japon, où la notion du rite amorce une émotion purement humaine, comme la scène finale où le fils laisse sa mère au milieu du cimetière où les ossements et les corbeaux l'entourent, une beauté cruelle amenant à une émotion grandement cinématographique. Imamura s'attaque à la culture populaire du pays en l'expurgeant de ses valeurs artificielles, tout en y exposant ses tabous mais aussi en la liant en parallèle à la société moderne, cherchant à la déconstruire pour mieux y dénoncer ses exposants problématiques. Une société où la survie devrait être collective et non individualiste. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Par une mise en scène remarquable où le réalisateur parvient à capter chaque détail et chaque instant, et où la mort prend une signification bien différente car insistant sur les horreurs que traverse l'homme pour mieux y survivre, la balade de Narayama est choquant et bouleversant, mais n'en reste pas moins une œuvre d'une puissance évocatrice et contestataire qui n'a pas volé sa palme d'or en 1983. Malgré des grandes œuvres comme Furio de Nagisa Oshima, L'argent de Robert Bresson ou encore La valse des pantins de Martin Scorsese en face. Dérangeant et provocateur, le film possède d'évidentes qualités visuelles et esthétiques, apportant une touche naturaliste dans un discours de l'homme contre la puissance physique de la nature. L'homme y est appelé à s'élever pour surmonter sa misère et son insignifiance. La balade de Narayama devient plus qu'une légende, une pensée réelle et un état d'esprit amené dans une affaire de croyance. C'est par l'idée de la musique magnifiquement composée par Shinichiro Ikebe, compositeur attitré d'Imamura sur certaines de ses œuvres, mais aussi du grand Kagemusha L'ombre du guerrier de Kurosawa, de s'arrêter au moment du rite final où l'émotion se lie à la cruauté du monde. Un film impressionnant et d'une beauté graphique qui résume à lui tout seul ce que j'aime dans le cinéma japonais. La balade de Narayama est un film culte à découvrir d'urgence. Ce que tu pues! Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc La balade de Narayama, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Pour moi c'est un pur chef-d'œuvre qui vous montrera que dans le cinéma japonais, il n'y a pas que des samouraïs, des lézards géants ou encore des fantômes avec des cheveux longs et gras. Non, il y a bien plus que ça. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.